Ok. Très bien, bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce dernier séminaire FLM de l'année. Alors cette année, on a un sujet pour clôturer l'année qui est extrêmement intéressant et porteur d'espoir, puisqu'on va s'intéresser à un retour sur les débats de la COP26. Et pour dresser ce tour d'horizon des conclusions, des avancées, aussi des limites de cette COP, nous avons donc fait appel à Joseph Delatte, qui ne nous est pas complètement inconnu, puisque Joseph est actuellement chercheur postdoctoral au Joint Research Project for Renewable Energy Economics à Kyoto University. Mais dans le cadre de sa thèse, Joseph a fait un visiting à la chaire, c'était en début 2020, si je ne me trompe pas. Et Joseph a une expertise dans les sujets de politique climatique, avec un intérêt marqué pour les questions de politique liées. Je sais pas si moi j'entends plus rien. Est-ce que c'est moi ou C'est moi, c'est en bougeant Ok. les éléments. M'entendez-vous? Là oui. Vous avez entendu le début ou pas du tout? Le début a été entendu ou pas? Oui, je pense bien, oui. Jusqu'à il y a quelques secondes. Bon, pas autant pour moi. Donc je disais, Joseph est un expert sur les sujets de politique climatique, avec un intérêt marqué sur la dimension politique liée à l'implémentation des mécanismes de tarification du carbone, avec un intérêt de recherche sur les questions d'implémentation des interactions entre systèmes ETS internationaux, de marché de carbone au niveau international, et un intérêt aussi sur le suivi de l'article 6 qui prévoit l'organisation des marchés carbone dans le cadre de l'accord de Paris. Alors, 6 ans après Paris, il nous paraissait intéressant de faire un bilan, et ça tombe bien, après la COP, de dresser un peu un bilan de l'implémentation de Paris, et surtout voir un peu le chemin qui nous reste à parcourir. Joseph, the floor is yours. Merci beaucoup de me recevoir et merci pour cette introduction. On va faire une présentation sur la COP26. Alors, j'ai décidé de faire cette présentation de manière relativement informelle. On verra beaucoup d'informations sur les slides et on pourra discuter a priori pas mal sur tous les points que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, le titre principal, c'est des promesses de Paris jusqu'aux actions concrètes. Donc, le slide est en anglais, mais ma présentation se fera en français. Donc alors, informel, parce que j'ai aussi décidé de vous montrer certaines certains petits instantanés de la COP, dont ce que vous voyez en face de vous, c'est l'Action Room. Donc, je débuterai par ça, c'est le centre, le lieu principal où se réunissaient les observateurs, et notamment les ONG et les journalistes, avec ce très beau globe terrestre qui pouvait nous rappeler à tous pourquoi est-ce qu'on était là et pourquoi est-ce que certains se battaient et malgré le Covid et malgré les crises, arrivaient quand même à traverser parfois la planète entière pour se retrouver à la COP26 à Glasgow en Écosse. J'espère que ça va. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par des faits très rapides que la plupart d'entre vous connaissent probablement déjà par cœur. Qu'est-ce qu'une COP? La COP, ça veut dire conférence des parties. Donc, il s'agit véritablement d'une conférence de pays qui ont tous signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au sommet de Rio en 1992. Il y a au total 180, j'ai beaucoup de mal avec les 97, donc je vais 197 parties. Je suis belge, désolé. Donc en fait 196 pays plus l'Union européenne qui a un statut de partie. Et il est ensuite, à la suite de ces parties négociantes, il y a ce qu'on appelle des acteurs non étatiques, qu'on appelle observateurs, grosso modo des organisations non gouvernementales, la jeunesse, les académiques, les syndicats, les business, les fédérations de business et même les peuples indigènes ont droit à la parole dans ce processus. Très rapidement, l'organisation, la structure des conférences des parties. Donc une COP, c'était la 26e COP, c'est l'organe suprême de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est divisée en plusieurs sous-parties. Très rapidement, les deux principales parties corps de gouvernance sont le CMP,
qui gouverne le protocole de Kyoto et le CMA qui gouverne l'accord de Paris. Nous étions au 16e CMP et au 3e CMA, et à l'intérieur de cette structure se trouvent aussi deux corps subsidiaires, le SUBSTA qui est un corps subsidiaire scientifique et technique et le SBI qui est un corps subsidiaire pour l'implémentation. Pourquoi est-ce que je vous parle de ceci? Parce que c'est véritablement cette architecture qui nous permet d'avancer le processus multilatéral qui est, vous pouvez, tout le monde le sait maintenant, extrêmement compliqué, extrêmement lent, mais c'est grâce à cette structure que l'on arrive à avoir des accords ou pas d'accords à la fin des conférences des parties. Encore très rapidement sur l'accord de Paris. Donc, l'accord de Paris est le premier accord universel sur les changements climatiques qui a été adopté donc, à Paris lors de la COP 21 en décembre 2015. En résumant de manière extrêmement rapide l'accord de Paris, on pourrait dire qu'il y a un objectif, ce qui est de garder le réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés et si possible à 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, avec un principe central qui est le principe de responsabilité commune mais différenciée de la part des pays. Donc, tous les pays sont responsables, mais certains sont plus responsables que d'autres. 2 points centraux de l'accord de Paris, ce sont les CDN, donc les contributions déterminées nationalement, qui doivent être renouvelées. Donc, ce sont véritablement les engagements pris par les États qui doivent être renouvelés tout d'abord après 5 ans. Donc, on était arrivé en fait à la fin des premiers CDN. Donc, l'accord de Paris s'est passé en 2015. Les CDN étaient censés se terminer en 2020. Ils ont été un peu allongé parce qu'on n'a pas pu avoir de COP en 2020 dû au Covid. Et un point central de l'accord de Paris pour cette COP26 qui est le Ratchet Mechanism, ou ce qu'on appelle le mécanisme de cliquet, qui veut dire que chaque CDN, donc chaque contribution nationale, doit être théoriquement plus ambitieuse d'une contribution nationale à l'autre. Donc, ça veut dire que chaque pays, en fonction du cycle, donc le premier cycle a défini ses propres targets, donc ses propres objectifs, et son deuxième objectif doit être plus ambitieux que le premier. Alors, que s'est-il passé entre Paris et Glasgow? Encore une fois, très rapidement, voilà. On peut dire que de la COP22 à la COP25, ces COP ont été dédiées à l'écriture et à l'accord des règles de l'accord de Paris. Lors de la COP25 à Madrid, on a échoué à finaliser ces règles de l'accord de Paris essentiellement sur trois key issues, donc trois points essentiels. Le premier point étant de trouver des règles pour l'article 6 de l'accord de Paris. L'article 6 gouverne les marchés carbone internationaux et les transferts de résultats d'atténuation entre les pays. Donc, on n'a pas réussi à trouver des règles jusqu'à Glasgow. Avant Glasgow, on n'avait pas non plus de calendrier commun, notamment pour les CDN. Donc, on savait bien que le premier cycle durerait 5 ans, mais on ne savait pas combien de temps véritablement on allait pouvoir, quel serait le calendrier pour les prochains cycles. Et enfin, et très important, on n'avait pas non plus de règles sur la transparence qui permettrait d'assurer que les pays rapportaient suffisamment d'informations pour déterminer s'ils rencontraient leurs objectifs, leurs objectifs qu'ils avaient préalablement déterminés, si le monde était bien sur la voie d'atteindre les objectifs climatiques, et enfin, si toutes ces informations partagées à l'échelle mondiale et à l'échelle des Nations Unies étaient fiables. Donc, on n'avait pas de règles jusqu'à Glasgow pour ces 3 points essentiels que sont l'article 6, le calendrier commun et les règles de transparence. Alors, lors de la COP26 maintenant, parlons vraiment du sujet principal. Donc, vous voyez, j'illustre ça avec cette magnifique photo d'une gigantesque queue. On ne voit pas très bien à quel point elle était longue, mais à cause des règles Covid et des règles antiterroristes, on devait parfois faire des queues de 2 à 3 heures, voire même parfois 4 heures, avec une limitation sur le lieu de la conférence qui allait à 10 000 personnes, alors qu'il y avait 40 000 personnes accréditées. Donc, il fallait vraiment le vouloir pour rentrer dans la COP26. J'identifierais, et je pense que la littérature sera d'accord avec moi, 5 challenges principaux. Le premier challenge, c'est d'accroître l'ambition avec le fameux slogan de la présidence britannique qui était de « Keeping 1.5 degree alive », ou singulièrement maintenir en vie l'objectif des 1,5 degrés. Voilà, les règles de transparence, comme on l'a dit, ce qu'on appelle l'article 13 de l'accord de Paris. Il s'agissait aussi de se mettre d'accord sur des nouveaux packages de finances climat qui soient également solides.
également de produire, de créer, de stimuler des nouveaux partenariats publics-privés pour des nouvelles avancées technologiques, pour favoriser les nouvelles avancées technologiques, ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours les climate clubs, donc les clubs climat. C'est un point qui a été très développé par la présidence britannique. Et enfin, finalement, finaliser les règles pour l'article 6 de l'accord de Paris. Passons d'abord pour la question d'ambition. Donc, comment est-ce qu'à Glasgow, on a essayé d'accroître l'ambition? Je commencerai par ces 2 photos prises lors du World Leader Summit, donc du sommet des leaders, donc où tout le monde, toute une ribambelle de leaders du monde entier sont venus faire un speech. Alors, c'est très, très compliqué d'avoir accès à cette salle. J'ai eu la chance de pouvoir y avoir accès, donc je vous fais quelques belles photos. Vous avez ici Joe Biden d'un côté qui est venu, on en parlera plus tard, mais relativement les mains vides en fait à cette COP, et Scott Morrison, l'ennemi public numéro 1, le Premier ministre, un des ennemis publics numéro 1, on va dire ça ainsi, le Premier ministre australien, notoirement climato-sceptique. Avant Glasgow, où est-ce qu'on en était en matière d'ambition? On peut dire que 5 ans après Paris, comme je l'ai déjà expliqué, les pays devaient resoumettre des nouveaux CDN qui nous permettraient d'être sur la voie de réaliser les objectifs de l'accord de Paris. Exactement avant la COP26, 112 pays avaient resoumis des CDN qui, grosso modo, permettaient de réduire d'environ 12% par rapport à 2010 leurs ambitions leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais si on prenait la totalité des pays à ce moment précis, le monde était sur la voie de 16% d'augmentation de gaz à effet de serre par rapport à 2010. Donc voilà, on était encore très très loin d'une ambition augmentée avant la COP26. Alors que s'est-il passé à la COP26? Il y a eu 4 principaux points que je souhaitais développer avec vous aujourd'hui. On pourra en développer d'autres si vous avez des questions. Il y a eu d'abord l'engagement sur le méthane, l'engagement global sur le méthane, porté par les États-Unis et l'Union européenne, qui était franchement une des annonces les plus importantes de la COP26. Grosso modo, 105 pays du monde se sont engagés à diminuer de 30% leurs émissions de méthane pour 2030, mais il y avait notoirement de grands absents dans cet engagement. La Chine, l'Australie, l'Inde et la Russie ne s'y sont pas mêlés. Malgré tout, ça représente quand même potentiellement 0,2% de réchauffement en moins que si cet engagement global pour le méthane n'avait pas eu lieu. Ensuite, il y a alors, on a beaucoup parlé de la coalition pour le désinvestissement des énergies, du charbon et des énergies fossiles. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette appellation. Moi, j'appellerais ça des coalitions. Il y a eu plusieurs coalitions. La coalition principale est une annonce un peu confuse d'environ 190 pays relativement faibles qui s'engagent à finir les investissements dans le charbon. Alors, ces engagements ne sont non seulement pas contraignantes, mais en plus, il n'y a pas vraiment d'objectifs chiffrés. Donc voilà, c'est pour ça que je prends des pincettes quand j'explique ça. Malgré tout, au sein de ces coalitions, c'est pour ça que j'ai rajouté un S, on peut isoler certains exemples de coalitions, de sous-coalitions, qui sont très importantes et très intéressantes, notamment ce qui s'appelle le South Africa Partnership, qui a été proposé par l'Afrique du Sud et ses partenaires américains, européens, français, britanniques et allemands, afin de financer l'Afrique du Sud, de donner à l'Afrique du Sud environ 8,5 milliards de dollars en finance pour désinvestir le charbon et transiter vers des énergies renouvelables, ou en tout cas des énergies moins polluantes dans le pays. Donc ça, il s'agit d'une coalition concrète, par exemple, à l'inverse de la grande coalition au-dessus. Le troisième point que je mettrai en avant, c'est le Fossil Fuel Financing Statement, qui est la première déclaration faite lors d'une COP sur la fin, ou potentiellement la fin, du financement pour les énergies fossiles, il manque un S, lors d'une COP. Donc, par cette petite phrase qui dit de finir, de soutenir des investissements dans les énergies fossiles qui sont non abattables pour 2022. Alors, 30 pays se sont engagés. Vous voyez la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et le Canada. Mais il y a notoirement de grands absents en fait, de cette grande annonce qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. La France, le Japon, la Corée, la Chine, l'Australie, l'Inde ou la Russie ne sont pas présents. Alors, une des raisons pour lesquelles certains de ces pays ne sont pas présents, c'est parce qu'en fait, cet engagement, même si effectivement
il est une avancée, en fait, n'empêche pas des investissements dans des projets domestiques. Il engage juste les pays à ne plus investir de finances pour les énergies fossiles à l'étranger, mais pas domestiquement. Donc, ça veut dire que des pays, par exemple, comme la Grande-Bretagne, qui ont des gisements fossiles dans leurs eaux, pourraient continuer à investir tout en se déclarant désinvestis des énergies fossiles, ce qui serait en fait assez faux. Et enfin, évidemment, il y a un problème avec ma photo. La grande annonce de cette, probablement la plus grande en fait, de cette COP, c'est la déclaration de l'Inde que le pays allait viser la neutralité carbone pour 2070, ce qui est une toute première. L'Inde n'avait jamais déclaré un engagement de neutralité carbone. Alors, ça a été d'abord relativement critiqué parce que 2070, c'est dans très longtemps. Mais en fait, quand les spécialistes se sont plongés dans cette déclaration, il y avait pas mal de choses plutôt encourageantes, notamment l'engagement de l'Inde à produire 50% de sa consommation énergétique en énergie fossile pour 2030. Si, et ça c'est la grande demande de l'Inde, si on pouvait mettre à sa disposition environ 1000 milliards de dollars de finances climatiques d'ici là, pour l'aider dans sa transition. Donc là, vous voyez la photo prise de Narendra Modi, le président indien, au moment même où il faisait cet engagement. Alors, maintenant, une fois qu'on prend en compte tous ces engagements, toutes ces nouvelles déclarations, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a eu des très beaux graphiques qui ont été faits par Carbon Brief et Climate Action Tracker. Je vais les commenter un petit peu. Donc, on voit que la première barre que l'on voit à gauche montre qu'en 2020, on allait, selon les modélisations, à environ 2,6 degrés de réchauffement. Grâce aux engagements pour 2030 qui avaient été pris jusque-là. Avant la COP, on était à 2,4 degrés de réchauffement si on prenait en compte les engagements pris avant la COP par les pays pour 2030. Après la COP, si on prend exclusivement les engagements 2030, on est aux alentours de 2,3 degrés de réchauffement. Donc, on n'est toujours pas aux objectifs de l'accord de Paris qui étaient de bien en dessous des 2 degrés. Par contre, si on cumule les engagements pour 2030, c'est-à-dire des engagements relativement concrets, aux engagements de long terme, qui sont les engagements net zéro, donc des pays d'être neutres en carbone pour 2050, par exemple pour l'Union européenne, ou 2070 pour l'Inde, là, on arrive après la COP à 1,8 degré de réchauffement. Donc là, on respecte en fait les accords de Paris. Alors, bon, on a donc gagné 0,2 degrés environ entre le pré-COP et la COP 26. Si et seulement si, tous les CDN et tous les engagements à long terme sont respectés. Par contre, la grosse critique qu'on peut faire à la COP26 à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un trou de crédibilité, donc un fossé en fait entre les engagements de relativement court terme, qui sont les engagements de 2030 contenus dans les CDN des pays, qui nous mènent à 2,3 degrés de réchauffement, et les engagements de long terme, qui sont en fait des engagements, des promesses, mais non concrètes, qui nous mènent à 1,8 degré de réchauffement. Si vous faites le différentiel, on est à 0,5 degré de différence, mais ça fait tout de même un fameux gouffre à combler, qui n'est pour l'instant pas comblé par la COP26. Donc là, ici, très rapidement, je vous montre les différentes modélisations pour vous expliquer qu'en fait, tout le monde est plus ou moins d'accord, hein, entre l'UNEP, Climate Action Tracker, l'Agence internationale de l'énergie, et Climate Resource. Tout le monde est plus ou moins d'accord sur cette modélisation de réchauffement si les engagements 2030 sont respectés, et les engagements de long terme, on est plus ou moins 1,8 degré. Et voilà, on voit qu'on est en fait dans environ la quatrième option des scénarios du GIEC. Donc pour avancer, donc maintenant, je vais essayer très rapidement de vous parler des règles de transparence, donc de l'article 13 de l'accord de Paris, notamment avec cette photo de l'endroit où c'est négocié. Alors, je n'ai pas tout à fait suivi tous les jours l'article 13, pour être honnête, mais c'était cet endroit-là. Donc voilà. Pourquoi c'est important? Premièrement, parce que depuis 1992, seuls les pays riches, en fait, donc les pays qui étaient membres de l'OCDE à l'époque, donc l'Union européenne, les États-Unis, Japon, l'Australie, doivent en fait légalement rapporter régulièrement sur leurs émissions de gaz à effet de serre et sur la finance climat. Mais alors du coup, en 2021, bientôt 2022, ça crée un gros trou pour des
des émetteurs qui sont maintenant extrêmement, extrêmement importants, notamment le principal émetteur qui est la Chine, mais également l'Inde. Ces pays n'avaient pas jusqu'à maintenant à rapporter régulièrement, en tout cas légalement, leurs émissions. La Chine ne l'a plus fait depuis 2014. Donc, une des grandes questions, c'est qu'est-ce qui doit être rapporté par les pays, parce que pour l'instant, chacun faisait plus ou moins ce qu'il voulait, ils avaient juste à rapporter sur leurs émissions et sur leurs contributions. Alors, c'est un point extrêmement important pour l'article 6 de l'accord de Paris parce que sans règles très strictes de transparence, les échanges d'unités d'atténuation sont très compliqués, ou en tout cas, c'est très compliqué de juger leur qualité. Après la COP26, l'article cadre qui a été défini pour l'article 13 requiert que tous les pays produisent 2 rapports. Alors, un rapport biennal sur la transparence et un inventaire national qui doit être rapporté au niveau des Nations Unies et qui comprend 4 points principaux. Le premier point, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième point, c'est les progrès qui ont été faits par ce pays pour respecter ses engagements pour respecter ses CDN, donc les engagements pris dans ses CDN. Le troisième point, c'est la contribution que ce pays a fait pour la finance climatique. Et le quatrième point, et ça c'est une victoire des pays du Sud, un rapport sur l'impact qu'a le climat dans le pays en question et sur l'adaptation, c'est-à-dire les mesures d'adaptation prises dans le pays. Jusqu'ici, il n'y avait pas de recommandations légales par rapport à ce quatrième point. Donc, on peut dire que, et ça c'est un point très important de la COP26, qui n'a pas été très médiatisé, c'est que ça signe en fait la fin de la différenciation entre les pays développés et les pays non développés sur la question de la transparence et la question des rapports climat. Donc maintenant, on va avoir vraiment des données beaucoup plus importantes par rapport à ces 4 points développés sur ce slide, qui pour l'instant sont en fait des simulations. Nous obtenons des simulations ou des données qui sont parcellaires. Là, on va vraiment avoir des vraies données à analyser dans les années qui viennent. Enfin, on va parler de la finance climat, et j'illustre ça par cette photo d'une installation d'art contemporain qui était mise au centre de la conférence et qui nous disait qu'il fallait se dépêcher parce qu'il était temps. Alors, je pense que la plupart des gens qui étaient en fait à la COP étaient assez d'accord avec ça. La question, c'est que en fait, tous les décisionnaires ne sont pas à la COP. Voilà, sur la question de la finance climatique, on peut parler des objectifs et de moyens pour y arriver. Les objectifs de la COP26, c'était vraiment de se mettre d'accord sur des nouveaux packages en matière de finance climatique pour les pays en voie de développement principalement, et que ces packages soient solides. Donc, en matière de finance climat, la finance du changement climatique dans le cadre de l'accord de Paris s'articule autour des 3 principaux piliers de l'accord de Paris, c'est-à-dire de la finance pour l'atténuation, de la finance pour l'adaptation et de la finance pour les pertes et dommages. C'est assez. Il y a une raison pour laquelle je les ai mis dans cet ordre-là, c'est parce que on a pu voir que politiquement, l'importance était décroissante de ces 3 piliers. Donc, la finance pour l'atténuation prenant une place, ou en tout cas l'atténuation en général prenant une place bien plus importante que l'adaptation, qui elle-même prend une place beaucoup, beaucoup plus importante que les pertes et dommages. En matière de finance pour l'atténuation, il s'agit, donc le cœur de cette négociation est d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre tout en préservant le développement. C'est la philosophie derrière ça, ou tout en permettant aux pays en voie de développement d'atteindre le développement sans les énergies fossiles. Alors, il y a principalement 2 moyens d'y atteindre sous l'accord de Paris. Il y a des moyens de financement directs dont nous allons discuter, et il y a l'article 6 de l'accord de Paris, et c'est pour ça que cet article 6, via les marchés carbone, était en fait un point central pour tous les pays du monde. C'est pour ça que j'ai mis trois petits globes pour vraiment insister sur le fait qu'en fait, tout le monde voulait un accord pour l'article 6, notamment parce que ça permettait de financer l'atténuation. Pour les finances de l'adaptation, il s'agissait de financer des infrastructures, il s'agit de financer, de promouvoir de la finance pour permettre à la création d'infrastructures pour s'adapter à un climat plus chaud ou à des événements climatiques imprévisibles.
Alors, les engagements ont été pris par le passé. Il s'agissait notamment d'atteindre jusqu'à 100 milliards de dollars par an en financement direct pour l'adaptation. Et peut-être, notamment c'est un point d'importance pour les pays du Sud et singulièrement pour l'Afrique et certains pays d'Amérique latine, d'utiliser l'article 6 de l'accord de Paris comme un moyen également de financer l'adaptation. Donc d'utiliser les marchés carbone pour ça. Et enfin, finalement, la finance pour les pertes et profits, donc trouver un moyen, une ligne de financement international pour compenser les dommages inévitables dus au changement climatique. Alors, il faut savoir que pour l'instant, le loss and damage, donc les pertes et dommages, sont absolument nulle part, hein. Il s'agit, dans le cadre de l'accord de Paris et dans le cadre de l'UNFCCC, il s'agit véritablement d'une page web. On n'est pas beaucoup plus loin en cette matière pour les loss and damage. Ça a été un point central de la fin de la COP26. Et singulièrement, il y a une vraie opposition de la part des pays développés qui ne souhaitent pas entrer dans la discussion de financer de manière directe les pertes des pays les plus vulnérables pour le réchauffement climatique, les plus vulnérables au réchauffement climatique. Donc, où en est-on? Donc, les engagements pris par les pays développés à la COP de Copenhague, il y a cela plus d'une décennie, valait que normalement, on devait atteindre 100 milliards de dollars de financement par an. Or, comme vous voyez sur ce très beau graphe de Carbon Brief, on en était très loin. En 2019, on était en dessous des 80 milliards de dollars et nous sommes toujours en dessous des 100 milliards. Donc, ça pose un problème. J'ai aussi j'ai inclus certains graphiques qui vous permettent de voir qui sont les principaux financiers et les principaux receveurs de cette finance climatique. On voit que des pays comme le Japon atteignent plus ou moins les 9 milliards de dollars par an, l'Allemagne aussi, certains pays comme la France, ils sont un peu moins de la moitié, mais des grands pays comme les États-Unis, par exemple, ne financent quasiment rien en matière de finance climatique. On est aux alentours de 1,8 milliard de dollars. Tandis que les receveurs, regardons l'Inde, par exemple, pays de plus d'1,4 milliard d'habitants, près d'1,4 milliard d'habitants, ne reçoit que 4 milliards de dollars par an en finance climatique, ce qui est évidemment très peu, et très très loin de, j'espère que vous en rappelez, la demande de Narendra Modi lors de son engagement pour le net zéro, qui demandait 1 000 milliards de dollars pour aider l'Inde à transitionner vers les énergies renouvelables. Alors, très rapidement aussi, un des autres problèmes en fait, de la finance climatique qui a été débattu à la COP26, c'est que l'atténuation et l'adaptation ne reçoivent pas du financement de la même manière. On est censé atteindre jusqu'à 100 milliards de dollars de finances pour l'adaptation, alors que l'adaptation seule ne reçoit que 10 milliards de dollars. L'atténuation elle-même reçoit en financement direct 16 milliards de dollars, des projets qui relèvent à la fois de l'adaptation et de l'atténuation, sauf quant à eux aux alentours de 8 milliards de dollars par an. Alors, ces projets peuvent être par exemple l'installation de pompes à chaleur au Bangladesh qui permettent à la fois de s'adapter à des climats plus chauds, mais également pour les Bangladeshis de consommer moins d'énergie quand ils refroidissent leurs bâtiments. Donc ça, c'est typiquement des projets qui tombent dans les deux catégories, mais qui, on voit bien, ne permettent pas de combler le gouffre du financement d'adaptation qui est très faible par rapport aux engagements pris. Et alors, on voit aussi que les pays ne financent pas de manière égale l'adaptation et l'atténuation. Le Japon, par exemple, finance principalement, même s'il finance à hauteur de 9 milliards de dollars, l'écrasante majorité va vers l'atténuation. Et c'est plus ou moins pareil pour la plupart des pays. Certains pays font un peu mieux pour diviser leur financement entre l'atténuation et l'adaptation. Mais voilà, la plupart des pays préfèrent financer la mitigation. Pourquoi? En réalité, parce qu'il y a un retour sur investissement dans le cadre de l'atténuation. Vous recevez de l'argent parce que vous avez financé une installation plus efficace, alors que pour l'adaptation, c'est généralement à fond perdu. Un autre problème discuté à l'accord de Paris, c'est le type de finance climat. Si les dons sont majoritaires, il y a quand même une grande partie de cette finance climat qui est en fait faite sous forme de prêts. Et des pays très financiers, pour la finance, très importants pour la finance climat, comme le Japon, en fait, donnent plus de 90% de leur finance climat sous forme de prêts. Il s'agit en fait véritablement de retour sur investissement, parce que ces prêts ont des taux d'intérêt.
alors que certains pays sont un peu différents. On voit que l'Union européenne, par exemple, fait plus de dons que de prêts. Voilà. Alors, j'isolerai 3 points critiques sur la question de la finance climatique. Tout d'abord, un fait, les pays riches ont failli à leur objectif de 100 milliards de dollars par an pour la finance climatique pris à Copenhague. Ce qui a, à la COP26, a développé presque une rixe en fait, de la part des pays en voie de développement qui ont déclaré vraiment qu'il y avait une rupture de confiance par rapport à cette question envers les pays développés. Une finance très, très, très faible pour l'adaptation. Et on favorise énormément évidemment la finance pour l'atténuation, comme je vous l'ai dit, par une question de coût-efficacité, et aucun cadre ou même finance pour les pertes et dommages dans le cadre actuel. Un des deuxièmes points critiques est véritablement la question qui doit payer, en fait, qui doit payer. Pour l'instant, il s'agit exclusivement des pays qui étaient membres de l'OCDE en 1992, donc ce qui exclut maintenant des pays qui sont pour l'instant devenus riches, pour les pays du Golfe par exemple ou la Corée du Sud. Et enfin, la qualité de la finance climat, avec l'existence de prêts à haut taux d'intérêt et l'opposition des pays riches à véritablement définir une définition de travail de la finance climat. Qu'est-ce qu'une finance climatique? Pour l'instant, il n'y a pas de définition de ça. Les pays développés la refusent parce qu'ils veulent pouvoir définir eux-mêmes quel projet ils financent. Alors, avançons un peu sur cette question. Qu'a-t-il été décidé à Glasgow? En fait, pas grand-chose si on va vraiment au fond des choses. Tout d'abord, un objectif global pour l'adaptation qui est de rencontrer les objectifs des prix lors de la COP de Copenhague pour 2025 et que ces objectifs soient quantifiables et mesurables. Et à l'heure actuelle, de doubler la finance pour l'adaptation climatique à horizon très proche. Et enfin, il a été discuté pour les futures COP d'avoir un agenda pour ces futures COP pour avancer sur les questions de finance, notamment pour les questions de finance à long terme. Comme son nom est assez mal choisi. Il s'agit en fait véritablement de s'assurer pour les pays en voie de développement d'obtenir les 100 milliards de dollars par an pour l'adaptation. Les pays riches ont accepté de maintenir ouvert cette discussion jusqu'en 2027. Les pays développés ont obtenu un assessment scientifique de leurs besoins en matière de finance climat. Donc, véritablement, jusqu'ici, en fait, on n'a pas vraiment de mandat pour avoir une demande au niveau de l'UNFCCC de ce qui est nécessaire pour la finance climat pour les pays en voie de développement. Donc, on a plusieurs chiffres. On a jusqu'à 6 000 milliards de dollars pour 2030 ou jusqu'à 1 300 milliards de dollars par an. Donc, ce sont des chiffres qui sont donnés ça et là par certains comités, mais pas de chiffres concrets parce qu'il n'y a pas eu de demande officielle de la part de l'UNFCCC. Et enfin, ce qui a été aussi accepté, c'est d'ouvrir un dialogue pour la finance des pertes et dommages. Alors, allons enfin vers la question des percées technologiques avec ces charmantes madames qui allaient manifester devant la conférence pour réclamer la fin du charbon en Australie. Alors, c'est toute la question des clubs climatiques. Très grand point développé par la présidence britannique. Le premier a été l'agenda pour les breakthroughs à Glasgow, donc véritablement les percées technologiques à Glasgow. Il s'agit d'accélérer le développement et le déploiement des énergies propres en 2030 en 5 points. Alors, assez vite, promouvoir les énergies propres, notamment pour 2030 dans certains marchés, d'obtenir des véhicules zéro émission et que ça devienne les ventes new normal dans la vente et que ce soit accessible et payable pour le commun des mortels dans toutes les régions pour 2030 et qu'enfin il y ait une utilisation efficace d'acier net zéro. Donc, il s'agit de financer des nouvelles technologies afin que les productions d'acier soient beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre pour 2030. Le développement de l'hydrogène propre et renouvelable pour 2030 enfin, et que ce soit accessible mondialement. Encore une fois, ce sont des engagements.
et la résistance au climat, notamment dans le cadre de l'agriculture, pour 2030. Donc, voilà, en gros, tout un agenda afin de promouvoir toutes ces questions en 2030, pour 2030. Cet agenda a été signé par 40 pays, notamment des gros pays comme les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, et même certaines grandes entreprises qui couvrent environ, au total, 50% des émissions globales d'effet de serre à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment un engagement qui est une grande première, en fait, d'avoir un agenda où on fixe des dates. Mais il s'agit d'un agenda sans détails très concrets. Il s'agit de grandes annonces. Mais c'est, comme je l'ai dit, un premier agenda international. Ça n'était jamais arrivé. Il y a eu aussi ce qu'on a appelé la Zero Emission Car Declaration. C'était porté par le Royaume-Uni de travailler à la vente à ce que toutes les ventes de nouvelles voitures soient zéro émission dans le monde pour 2040 et pas plus tard que 2035 dans les marchés leaders. Alors cet engagement n'est pas contraignant légalement. Il y a eu des gros signataires, même si ça reste relativement mineur. Donc, le gros signataire, c'était le Royaume-Uni, mais le reste des pays ne sont pas des grands producteurs de voitures. Il y a eu le Chili, la Belgique, la Norvège, le Canada. Mais ça inclut certains gros manufacturiers comme Ford, General Motors, etc., Mercedes et Volvo. Les grands absents sont en fait les principaux pays producteurs manufacturiers de cars, de voitures, pardon, dont les États-Unis, la Chine et le Japon, ce qui est quand même pas rien. Et puis vous voyez même l'Allemagne, la France et l'Italie qui sont aussi des très gros producteurs. Et d'importants manufacturiers ont décidé à la dernière minute de se retirer de cet engagement. C'est le cas en fait des principaux manufacturiers au monde que sont Toyota, Volkswagen, Renault, Nissan, Stellantis et BMW. Enfin, il y a eu cet engagement, cette déclaration commune China-US, donc de la Chine et des États-Unis, lors de la COP26. Cet engagement a fait beaucoup de bruit médiatiquement. C'est une première en fait depuis l'accord de Paris. C'est pour ça que ça a fait beaucoup de bruit médiatiquement, parce que cet engagement est un engagement pris véritablement avec John Kerry d'un côté et Zheng Hua, donc l'envoyé chinois de l'autre, ce qui donnait une image forte. Et surtout, ce qui leur a permis de dire qu'ils allaient joindre leurs efforts pour résoudre la crise climatique dans cette décennie qui est considérée comme critique. Alors, il y a eu pas mal d'éléments de langage dans cette déclaration, des éléments de langage qui sont relativement faibles. En fait, réduire les émissions de méthane, on l'a vu avec les Methane Pledge, réduire les émissions, enfin l'utilisation du charbon, mais tous ces engagements ne sont pas contraignants. La seule chose notable véritablement en fait de cette déclaration, c'est l'établissement d'un groupe de travail États-Unis-Chine sur la question climatique. C'est une toute première et donc a priori contraignante. Ça va obliger les deux pays à travailler ensemble et à se mettre autour d'une table sur cette question-là. Ce qui est peut-être en fait une déclaration qui en fait va permettre de mettre le climat comme étant un élément pacificateur et unificateur entre les deux pays qui sont en fait quand même qui ont une relation particulièrement conflictuelle pour l'instant. Enfin, et ce sera l'avant-dernier point, le fameux Glasgow Climate Pact, donc le pacte pour le climat à Glasgow, qui a été en fait, on peut le dire, designé par ces trois personnes sur la photo. Donc, alors ça, cette photo ne vient pas de moi. Donc, vous avez l'envoyé spécial chinois chez Zheng Hua. Vous avez John Kerry, donc, qui est l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, et Frans Timmermans, donc le commissaire européen au climat. Ces trois personnes ont travaillé ensemble avec aussi l'envoyé indien autour de ce climat, de cet engagement politique de Glasgow, qui est en fait inattendu et imprécédent. En fait, il n'y a pas eu de précédent sur cette question parce qu'il s'agit d'une déclaration politique. En fait, c'est la première fois à la fin d'une COP qu'on a une déclaration véritablement politique vers plus d'ambition. Alors, il y a plein de points dans ce pacte de Glasgow, j'en liserai quelques-uns. Une première, qui est que les découvertes ou les déclarations du GIEC sont mises au cœur de la déclaration. Une deuxième première, qui est qu'on utilise la phrase réduire l'utilisation de l'énergie charbonnée et de supprimer la finance pour les énergies fossiles, encore une typo, non efficaces.
Et enfin, qui définit une direction commune qui est que les émissions de gaz à effet de serre doivent chuter de 45% pour 2030. Donc ça, c'est vraiment un engagement commun de tout le monde à Glasgow. Donc ça, c'est très, très bien et c'est une toute première aussi. Et un autre engagement qui est de doubler l'adaptation pour la finance pour l'adaptation climatique. Et une direction qui est de requérir que tous les pays du monde présentent des CDN plus ambitieux, ou en tout cas des engagements plus ambitieux l'année prochaine à la COP de Sharm el-Sheikh en Égypte. Ça, c'est une toute première aussi. Et enfin, un processus qui est d'ouvrir enfin un dialogue sur les pertes et dommages après Glasgow, ce qui est une toute première aussi. Une fois qu'on dépasse ces déclarations, où étaient véritablement les vraies batailles lors de ce pacte pour le climat de Glasgow? Alors, il y a eu deux principales batailles qui, en fait, ne se sont pas passées à Glasgow, mais se sont passées essentiellement d'abord au G20, donc à Rome, où les membres du G20 ont voulu s'engager vers une déclaration qui allait engager les pays à phase out fossil fuel, donc véritablement d'arrêter complètement l'utilisation des énergies fossiles. Alors, lors du G20, cette déclaration n'a pas pu avoir lieu parce que les États-Unis ont décidé finalement au dernier moment de se retirer de cette déclaration. Donc, le G20 n'a pas fait cette déclaration, mais les États-Unis voulaient proposer à la place de venir à la COP26 avec l'objectif de cette déclaration de supprimer l'utilisation du charbon à l'échelle mondiale. Donc, coal phase out, comme on a appelé cet élément de langage, coal phase out, qui a en fait été accepté jusqu'à la dernière minute par tous les pays du monde lors du pacte de Glasgow. Sauf qu'en minute -2, la Chine et l'Inde se sont entendus pour ne pas accepter l'utilisation de cet élément de langage en coal phase out, mais plutôt de faire payer aux États-Unis leur refus d'aller plus loin en disant que si vous refusez de vous engager, vous, à supprimer l'utilisation des énergies fossiles à une date quelconque, nous refusons de supprimer l'énergie charbon à une date quelconque, mais nous engageons juste à diminuer l'utilisation du charbon. On pourra rediscuter un peu plus tard de cette opposition, mais véritablement, ça a été électrique à la fin de la conférence sur ce point-là. Et enfin, pour le G77, donc ce grand groupe des Nations Unies qui comprend la plupart des pays en voie de développement et la Chine, on a essayé jusqu'à la dernière minute, ils ont essayé jusqu'à la dernière minute d'obtenir des engagements sur la finance des pertes et dommages, mais malheureusement, même si ça a été effectivement très électrique, ils ne l'ont pas obtenu. Passons enfin à l'article 6, avec cette magnifique photo prise lors de la COP25 et pas de la COP26, qui montre un petit peu tout l'enthousiasme qu'il y a eu pour essayer de régler la question des règles de l'article 6 de l'accord de Paris autour des marchés carbone. Tout d'abord, mais qu'est-ce que c'est que l'article 6? L'article 6 promeut une coopération internationale volontaire pour l'atténuation et l'adaptation, notamment via les marchés carbone internationaux, et l'échange de résultats d'atténuation entre pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a différents types d'ITMIE, donc de résultats d'atténuation échangés. Ça peut être des unités de réduction. Ça peut être aussi des unités de removal office, donc des unités par exemple, des unités de carbone capture. Donc, on capturerait le CO2 dans l'air pour le mettre dans le sol, par exemple. Il y a plein de technologies qui sont disponibles. Et ça pourrait générer une unité aussi. Alors, c'est très largement considéré comme essentiel pour financer, donc l'article 6 est très largement considéré comme essentiel pour financer et accroître l'ambition à l'échelle internationale. Ça créerait notamment des considérables économies de coûts à l'échelle mondiale aussi, donc pas essentiellement, non seulement ça donnerait de la finance à certains pays qui en ont bien besoin, mais également ça permettrait aux pays développés de gagner pas mal d'argent, et les dernières modélisations présentées à la COP faisaient état d'environ 350 milliards de dollars par an économisés en 2030 grâce à l'article 6. L'article 6, en fait, comprend trois mécanismes. L'article 6.2, 6.4 et 6.8. L'article 6.2 est central. C'est
la coopération bilatérale ou multilatérale pour l'échange d'unités de réduction. Donc, ça peut être via la liaison des marchés carbone, donc des systèmes d'ETS, comme par exemple l'Union européenne l'a fait avec la Suisse, ou pour l'utilisation des offsets, des crédits d'offset dans les CDN nationaux. Donc, véritablement payer, par exemple, un crédit qui vient d'un pays avec lequel on a un accord pour obtenir, pour financer un projet de réduction d'émissions dans ce pays afin d'utiliser ce crédit dans un autre pays. Voilà, en gros, on va en reparler. Pour l'article 6.4, il s'agit de créer au niveau des Nations Unies un système qui permettrait d'échanger des crédits via un hub central, donc via véritablement donc non pas entre deux pays, mais un pays qui ferait transiter son unité via les Nations Unies à un autre pays. Donc, l'idée est un peu différente. Hein. On n'a pas besoin d'autant d'accords entre les pays, mais seulement d'un accord international pour y arriver. Il s'agit en fait de remplacer le Clean Development Mechanism du protocole de Kyoto. Et ça concerne en fait 3 types d'acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés, mais également des acteurs individuels. Donc, par exemple, vous et moi pourrions acheter un crédit sous l'article 6.4 de l'accord de Paris afin de réduire via ça notre empreinte carbone. Et l'article 6.8 qui est le mal-aimé de l'article 6 de l'accord de Paris, qui est l'utilisation des mécanismes qui ne sont pas de marché, par exemple de l'aide au développement, afin d'échanger ces unités de quotas de réduction, ces unités de réduction via notamment cet outil. Donc, prenons en compte ces trois définitions centrales de l'article 6. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Pourquoi est-ce que ça a été si difficile? Alors, ça a été très difficile. Depuis la COP 22, il y a eu des négociations extrêmement intenses et d'intenses désaccords politiques sur les règles de l'article 6. Il y avait d'abord une peur centrale qui était que si ces règles étaient mal dessinées, mal définies, ça pourrait véritablement nuire à l'intégrité environnementale de l'accord de Paris, voire complètement à l'accord de Paris tout court. Il y avait en fait, selon mon analyse, 3 types de problèmes à prendre en compte lors de la négociation d'article 6 de l'accord de Paris. Des problèmes de comptabilité carbone, des problèmes de finance, des problèmes financiers, et des problèmes de gouvernance. On va d'abord parler des problèmes de comptabilité carbone. 3 points centraux, 3 concepts centraux dans ces problèmes de comptabilité carbone. La question du double counting, donc du double compte, la question des additionnalités et la question des ajustements correspondants. Qu'est-ce que le double compte? Le double compte, c'est l'utilisation d'unités transférées par plus d'un seul pays. Donc, par exemple, un pays A transfère au pays B une unité, mais va quand même, dans son inventaire national, comptabiliser cette unité, alors que le pays B va la comptabiliser aussi. Donc là, on est dans un problème véritablement d'intégrité environnementale, et c'était un point central pour des pays comme l'Union européenne, pour le Canada, pour le Japon, mais également pour les ONG environnementales qui étaient sur le pied de guerre sur cette question-là. L'additionnalité, c'est un concept qui permet de garantir que cette unité transférée concerne des projets de réduction d'émissions qui n'auraient pas eu lieu si le financement de ce projet n'avait pas été donné par le crédit article 6. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre, par exemple, une unité pour une ferme éolienne qui existe déjà. Ça, non. Il faut en fait que ce soit un complète nouveau projet de ferme éolienne qui voit le jour. Et donc, à ce moment-là, si c'est financé par un pays étranger qui souhaite avoir une unité article 6, eh ben, là, vous pouvez générer cette unité et le transférer à l'étranger. Mais si cette ferme éolienne est déjà là, ben, vous ne pourrez pas générer d'unité. C'était très important pour les organisations gouvernementales environnementales. Et enfin, la question centrale dont on va continuer à discuter, qui est celle des ajustements correspondants, c'est de savoir quand et où la comptabilité carbone devait être ajustée pour refléter le transfert de cette unité dans les inventaires nationaux d'émissions. Donc, il fallait comprendre véritablement où est-ce qu'on allait mettre l'ajustement, parce que
si on voulait s'assurer qu'il n'était pas double compté et qu'il était additionnel, il faut mettre en place une règle pour savoir où est-ce qu'on va supprimer l'unité dans l'inventaire d'un pays et le rajouter dans l'inventaire d'un autre. Alors là, ça pose plein de problèmes parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans ces inventaires nationaux. On a déjà différents calendriers pour les CDN, on a différents baselines, on a différents métriques qui sont utilisés. Donc, on utilise parfois des kilowattheures et parfois certains des tonnes de CO2 équivalents qui n'ont pas été émis grâce à ce projet. Donc voilà, il y avait vraiment un vrai challenge à résoudre ce problème. Donc, qu'est-ce qui a été décidé à Glasgow? Alors, dans le cadre de l'ajustement correspondant, on a, par rapport à ce qui se passait avant dans le cadre de l'UNFCCC et du protocole de Kyoto, on a changé les ajustements correspondants pour les faire s'appliquer non pas au point d'autorisation, pardon, non pas au point d'utilisation, mais au point d'autorisation par le pays qui crée le crédit. Donc, singulièrement, si le pays A génère un pays, ben, c'est lui qui doit faire l'ajustement correspondant dans son inventaire au moment où il vend son crédit. Tous les crédits autorisés vont aussi avoir une date d'expiration, une date expiratoire. Et ça a été décidé lors de Glasgow. Donc, ça veut dire que un crédit qui est généré dans une période de CDN doit être utilisé dans cette période de CDN, que ce soit dans le pays hôte ou dans le pays qui achète. Donc, voilà. Donc, on peut dire que le contrôle est donné, et ça, c'est une victoire pour notamment les pays en voie de développement. Le contrôle est donné à la partie vendante, la partie qui va vendre son crédit, et non plus à la partie achetante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les deux points dont nous avons déjà discuté, donc l'article 6.4 et l'article 6.2? Pour l'article 6.4, donc ce grand marché global du carbone qui a été créé au niveau de l'ONU, bah, déjà, ces ajustements correspondants doivent être faits pour tous les crédits, ça a été décidé à Glasgow. Pour tous les cas, hein, donc que ce soit pour les CDN, si c'est utilisé dans les CDN ou pour d'autres raisons, parce qu'on peut utiliser les crédits pour autre chose, par exemple pour des projets personnels qui ne rentrent pas dans le cadre du CDN. Il a été aussi décidé de créer un hub au niveau des Nations Unies pour prendre en compte ces crédits transférés, ce qui n'était pas gagné non plus. Et il a été décidé que à la fois le pays qui vend le crédit et ce hub des Nations Unies, donc ce supervisory body, donc cet organe créé au niveau des Nations Unies, devrait approuver le projet avant que ce projet ne puisse émettre des crédits. Ça, c'est très important parce que ça donne aussi à cet organe des Nations Unies un pouvoir d'accréditation et donc de contrôle sur la qualité du crédit. Alors, on a aussi créé à Glasgow aussi créé des limites au transfert de crédit via l'article 6.4. Ces limites doivent être encore discutées, mais ce sera aux alentours de 5% des CDN de chaque pays. Et il a été décidé aussi de supprimer pour chaque pays 2% des crédits générés afin de stimuler l'ambition en matière d'atténuation. Donc, si on supprime 2%, donc si ces 2% ne peuvent pas être utilisés, ben, ça veut dire que ces crédits génèrent uniquement de l'atténuation et pas des ajustements correspondants. Et enfin, pour l'article 6.2, donc c'est ce système bilatéral, par exemple les liaisons de marché carbone nationaux, pareillement, ces ajustements correspondants doivent être faits pour tous les crédits qui sont reconnus. Et alors, on a aussi eu un accord pour les calendriers et aussi pour la question des hétérogénéités dont je vous ai parlé dans les réglementations, donc les métriques par exemple, on a créé des standards de comptabilité, par exemple l'utilisation de la tonne de CO2 équivalent comme référence centrale et une méthode de conversion pour les autres méthodes. Donc, par exemple, un pays qui utiliserait des kilowattheures pour son crédit devrait en fait fournir une méthode de conversion afin de la définir en tonnes de CO2 équivalent. Alors, pour l'article 6.2, on n'a pas défini de limite au transfert d'unités de crédit. Ça pourrait être revu en 2028, mais il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas d'annulation obligatoire, comme on le voit dans l'article 6.4 pour l'adaptation ou l'atténuation. Donc ça veut dire que voilà, les échanges de permis se font de manière lisse, sans réglementation sur cette question-là. Alors, il y a une grande faiblesse lors de cette règle pour l'article 6.2 de l'accord de Paris, c'est la méthode de l'averaging. Donc,
on pourrait traduire le Moyen-Âge, la moyennisante en français, et qui est en fait une méthode qui s'adresse notamment au mécanisme Korcha pour l'aviation. Alors, je vais vous la résumer très rapidement. Quel est le problème pour l'averaging? Imaginons un pays qui vend aucun crédit les 9 premières années de sa période, de son calendrier CDN. La dernière année, il vend sans crédit à une compagnie aérienne sous le mécanisme Korcha et exclusivement sur sa dernière année de CDN. Qu'est-ce que ça va induire? Ça va induire que déjà la compagnie va compter sans crédit dans son inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, alors que le pays, lui, grâce à l'approche d'averaging, va juste ajuster son inventaire pour la moyenne de la quantité des crédits qui a été vendue sur toute la période des 10 ans de son CDN. Ça veut dire qu'en gros, alors qu'il a vendu 100 crédits, il va faire 100 divisé en 10, et donc il va exclusivement réduire son inventaire de 10 crédits et non pas 200 crédits, comme ça devrait être le cas pour éviter du double counting. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, dans ce cas-ci, 90 crédits seront comptés 2 fois. Donc, une fois dans l'inventaire de la compagnie aérienne et une fois dans l'inventaire du pays qui a généré ce crédit. Donc, voilà le problème fondamental avec cette approche et notamment sous le mécanisme Korcha. Enfin, la deuxième catégorie de problèmes dans l'article 6 sont des problèmes financiers, avec trois questions centrales qui étaient que faire, enfin les Kyoto Credit, les Share of Proceeds et le REDD+, que faire des crédits qui étaient les crédits du CDM de Kyoto, donc que faire avec environ ces 4 milliards de tonnes de CO2 équivalent de crédits du CDM qui n'ont pas encore été utilisés ou vendus par les pays qui les ont produits. Alors c'était une question explosive pour les pays qui disposaient encore beaucoup de ces crédits. Alors, c'était le Brésil, la Corée du Sud et la Chine. Et c'était à l'inverse, une autre question explosive pour les ONG environnementales, notamment parce qu'ils déclaraient parce que ces ONG environnementales, avec raison, qualifiaient ces crédits de hot air, c'est-à-dire de crédits qui ne devraient pas, qui étaient de moindre qualité que les crédits de l'accord de Paris et qui ne devraient pas être transitionnés de Kyoto à Paris. La question des share of proceeds, qui est véritablement de créer une taxe, en fait, une taxe de transaction pour financer l'adaptation dans les pays développés dans le cadre de l'article 6. C'était un point qui a été d'importance pour les pays du Sud, notamment les pays africains. Et que faire des REDD+, qui sont des projets de déforestation évitée. Donc, que faire de ces crédits qui sont historiques, hein. C'était très important pour Bolsonaro et le Brésil, mais singulièrement pour le président brésilien qui a en fait fait capoter les négociations lors de la COP25 sur cette question-là, hein, sur la question des projets de déforestation évitée. Alors, qu'a-t-il été décidé sur ces questions-là? Pour les crédits de Kyoto, il y a eu un accord pour les faire transitionner, en tout cas faire transitionner environ 2,8 milliards de tonnes de crédits de Kyoto dans le cadre de l'accord de Paris, mais avec des warnings bien mis en place. Déjà, c'est jusque 2025. Après 2025, ces crédits n'auront plus de valeur dans le cadre de l'accord de l'article 6. Et il faut que ces crédits… Alors, voilà, un des problèmes avec ces crédits, c'est que ce sont des crédits, des projets qui existent déjà, donc ils ne seraient pas additionnels. Et ces crédits vont être labellisés dans le label CDM. Donc, on saura, donc la personne qui voudra acheter ce crédit Kyoto saura qu'il y a un risque de réputation à l'acheter parce qu'ils ne sont pas aussi verts que les vrais crédits de l'article 6. Alors, ça a été considéré comme décevant par les ONG environnementales et comme une victoire par les 3 pays qui étaient très axés sur cette question-là. Mais voilà, donc il y a eu une transition jusqu'en 2025. Pour la question de la share of proceeds, donc de cette fameuse taxe de transaction pour la finance, elle a été acceptée uniquement dans le cadre de l'article 6.4, donc de ce fameux marché carbone global, mais pas dans le cadre des marchés carbone nationaux, donc bilatéraux. Il a été décidé par contre d'une annulation obligatoire de 5% des crédits de l'article 6.4 pour pouvoir financer l'adaptation. Donc, c'est ce qu'on appelle la share of proceeds. Donc, c'est 5% d'annulation. C'est une demi-victoire pour les pays du Sud et notamment les pays africains. En ce qui concerne les projets de REDD+, donc les projets de déforestation évitée, ça a été exclu de l'accord de Paris, ce qui est une défaite pour Bolsonaro, mais une vraie victoire pour les environnementalistes. Enfin, je terminerai par là, sur les questions de gouvernance.
On a créé, lors de Glasgow, un mécanisme de dispute, notamment pour les crédits et les offsets. Donc, s'il y a une dispute autour d'un projet d'offsetting, il y aura un système d'enquête et d'analyse indépendante pour vérifier qui a tort et qui a raison dans cette question-là. Et deux points centraux ont été repris dans ce processus d'évaluation, qui est c'est l'intégrité environnementale du crédit et est-ce que ces crédits respectent des droits humains. C'était très important pour les organisations indigènes, mais également pour des pays comme l'Union européenne, le Canada et le Japon, alors qu'il y a eu une grosse opposition sur cette question-là venue d'Arabie Saoudite et de Chine, notamment sur la question des droits humains. Mais finalement, ce mécanisme de dispute a quand même été adopté. On a créé le fameux organe de supervision au niveau des Nations Unies pour l'article 6.4 à partir de 2022, qui permettra de gérer donc, cet échange de crédits, mais également de gérer la comptabilité carbone de l'article 6.4 et d'établir des méthodologies. Et enfin, on a créé un comité de Glasgow pour les non-market approach. Donc, ça, c'est un peu la petite cerise donnée, enfin, la petite gabelle donnée aux pays qui ne veulent pas utiliser les systèmes de marché, notamment la Bolivie. Mais on est encore très, très loin des progrès qui ont été faits dans le cadre de l'article 6.4 et l'article 6.2. Voilà, je terminerai par parler de la position des grandes puissances, des grands pays climatiques assez rapidement. Donc, comme je l'ai dit au début, les États-Unis sont revenus dans le jeu, donc ce qui est quand même déjà une grosse avancée par rapport à l'ère Trump, mais ils sont arrivés pratiquement avec les mains vides en fait, à cause de l'opposition du Congrès sur le fameux plan de relance post-Covid et le Green Deal de Biden. En gros, mis à part un engagement net zéro, on n'a pas eu grand-chose en fait de Biden à cette COP26. Il y a eu un lobby très important pour l'article 6 et les rulebooks, et je pense qu'on n'aurait pas eu de telles avancées sans les États-Unis cette fois-ci. Ils se sont, comme je l'ai dit, opposés à mentionner le phase-out des énergies fossiles, donc la fin des énergies fossiles, et ils se sont aussi opposés pour les questions à la finance structurelle des questions de perte et dommages. Et il y a eu ce fameux engagement Chine-États-Unis. L'Union européenne, de son côté, vient avec les mains particulièrement chargées, notamment avec le Green New Deal, mais elle était relativement effacée par rapport aux autres COP, comme si elle voulait laisser un peu plus de place aux États-Unis et à John Kerry maintenant qu'ils étaient revenus dans la partie. Ça reste quand même un des leaders en matière d'ambition, mais l'Union européenne s'est aussi opposée à la finance structurelle des pertes et profits. Le Japon a été très, très impliqué dans l'article 6, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même le pays qui a en fait permis de résoudre les derniers problèmes dans le cadre des règles pour l'article 6, notamment parce que le Japon a son propre système de marché volontaire d'échange de quotas carbone qu'il a déjà lancé il y a plus d'un an, et que donc ils avaient vraiment besoin de ces règles. Mais malgré tout, ils venaient presque les mains vides au niveau des CDN à la COP. À la Chine, l'absence notoire du président chinois Xi Jinping, ils ont accepté la mention coal face down, ce qui est quand même une première, mais ils se sont opposés à l'utilisation du verbe, de cet élément de langage qui est phase out, qui aurait été vraiment historique. Mais il faut bien mettre évidemment en évidence le fait que la Chine a aussi des problèmes domestiques sur cette question de fin du charbon. La Chine a aussi continué à garder son statut de pays en voie de développement. C'est une position très ferme de la Chine de vouloir être considérée comme un pays en voie de développement et non pas comme un pays développé. Et également ces fameuses déclarations Chine-États-Unis. Et enfin, l'Inde avec son engagement net zéro pour 2070, avec un gros lobby pour la finance, et notamment la finance pour l'adaptation et l'atténuation. Et également, comme la Chine, une opposition au coal phase down, au coal phase out. Voilà, donc je terminerai par ça. Et il y a un résumé que je ne vais pas vous lire parce que j'ai déjà pas mal parlé. Mais donc je suis ouvert à la conversation si vous voulez. Et qu'on revienne à cette question-là, donc la question des conclusions, donc la COP26 en résumé. Donc voilà, la chose que je pourrais peut-être dire, c'est qu'on est passé d'une phase à la COP26, véritablement d'une phase de l'accord de Paris à une autre. On est passé de la phase de créer des règles à la phase de l'implémentation, de la mise en pratique. Donc. Voilà, donc là, il y a des figures iconiques
de l'accord. Je suppose que vous les avez tous vus, ou si vous ne les avez pas vus, vous les avez maintenant. Donc de Boris Johnson et Joe Biden qui s'endorment lors des discours de la cérémonie d'ouverture. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Joey. Y a-t-il des questions, peut-être, par des participants, que ce soit ici dans la salle à la chaire ou bien dans l'espace de réaction? Si j'allais dire, excuse-moi si je n'ai pas pu me connecter au début, tant qu'ils se sont endormis au début, c'était le voyage peut-être, en avion évidemment, et en espérant que voilà, ils ont eu le temps de se réveiller pendant les négociations. Merci beaucoup pour nous avoir porté ce témoignage et ce résumé. Moi, j'avais deux questions, curiosités. Une est concernant les fameux clubs dont tu as parlé. Est-ce que cette approche par club ne finit pas par affaiblir la volonté justement d'un accord commun, dans la mesure où ça affiche des intentions de certains pays, mais de toute façon, ça reste toujours dans les cadres d'une roadmap. On ne met pas non plus à côté ce qui est l'élément crucial, c'est-à-dire les moyens. Et ça, en même temps, c'est comme si on faisait du cherry picking. Enfin, les pays choisissent ce qu'ils veulent porter parce que c'est aussi une image un peu symbolique, c'est qu'ils veulent appuyer dans ces initiatives. Et l'autre question qu'il m'est posée, c'était par rapport à l'article 6. Quelle a été l'avancée spécifique par rapport au cadre qui était en place avant la COP 21, pour tout ce qui était la mise en œuvre du protocole de Kyoto et donc tout l'élément dans lequel on avait les Client Development Mechanism, où il y avait sous-jacent aussi un mécanisme de comptabilité internationale du crédit carbone. Merci. Merci pour cette question. Ces deux questions. Alors, pour la question des clubs, oui, en fait, il y a deux, pour moi, il y a deux réponses à cette question. La première réponse, c'est ça dépend du club. J'ai quand même beaucoup parlé de clubs qui sont effectivement parfois relativement faibles et comme ça a été dit, un peu du cherry picking en fait. Hein. Et donc là, on peut à mes yeux en tout cas, sans être un peu sceptique. C'était la volonté en fait de Boris Johnson. Boris Johnson avait deux positions politiques par rapport à la COP26 pour éviter qu'elle ne soit un échec. Ce qu'elle n'a pas été en fait politiquement. La COP26 n'a pas été un échec, mais si ça l'avait été, donc s'il n'y avait pas eu le fameux pacte de Glasgow, il a prévu, et c'est d'ailleurs, ça a été ouvertement dit dans les médias, il voulait montrer les clubs climat comme une avancée non multilatérale, ou en tout cas non au niveau de l'ONU, en disant que si on n'y arrive pas au niveau de l'ONU, on y arrivera grâce à ces clubs climat. Donc ça reste quand même, à mes yeux, une structure politique et une réponse politique à un potentiel échec. On n'était pas très loin de l'échec à Glasgow. On l'a vu à Madrid, ça n'a pas été possible. Et si Glasgow, s'il n'y avait pas eu de règles, ça, sûrement, en tout cas sur l'article 13 et l'article 6, on aurait considéré ça comme un échec total de l'UNFCCC et ça aurait peut-être remis en cause beaucoup plus que simplement la COP. Donc ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse par rapport au club, c'est qu'il y a quand même eu des clubs qui sont des avancées considérables et qui respectent l'esprit de l'accord de Paris, notamment celui de l'Afrique du Sud. Là, on crée un accord multilatéral entre certains États qui ont l'intention de financer via l'accord une mitigation dans un pays qui en a grandement besoin. Donc ça respecte quand même l'accord de Paris. Après, effectivement, c'est en dehors du cadre de l'article 6, par exemple, et c'est un peu du poteau-poteau. C'est-à-dire que c'est l'Afrique du Sud qui est un pays qui est en fait dans les bonnes grâces des États-Unis et de l'Union européenne pour l'instant, et qui donc du coup va recevoir de l'argent
pour atténuer, alors que certains pays, évidemment, ne le recevraient pas. Donc ça, c'est ma réponse par rapport au club. Moi, je pense qu'on va beaucoup vers ça. Il y aura beaucoup plus de clubs à l'avenir. Il y aura, notamment sous l'article 6.2, donc des like-minded countries sont des pays qui s'entendent bien, ou qui sont des trading partners, donc qui font des échanges commerciaux intenses, vont, à mes yeux, et franchement, à la suite de cette COP, c'est assez visible, créer des liens, alors que ce soit via l'article 6.2, donc lié à leur marché carbone, par exemple, ou même via d'autres moyens, comme on l'a vu avec l'Afrique du Sud, par exemple. Donc ça, c'est pour répondre à la question sur les clubs. Pour l'article 6.6, article 6 par rapport, les avancées par rapport à Kyoto, alors déjà, il faut savoir que c'est déjà une avancée qu'il y a eu des règles, parce que Kyoto s'est arrêté. Donc il n'y avait plus le moyen de continuer sur ce qui s'était passé à Kyoto. Donc Kyoto, c'était un peu la base sur laquelle la négociation partait. Il n'y avait pas autant de règles pour Kyoto. Il n'y avait pas autant de règles, notamment en matière de métriques, qui n'étaient pas aussi précises. Il suffit juste de regarder en fait les règles pour l'article 6.2 et l'article 6.4 et on voit vraiment clairement qu'elles sont beaucoup plus précises que dans le cadre du protocole de Kyoto. On a aussi, et ça c'est très important, des réglementations qui sont censées respecter les droits humains, alors que dans le protocole de Kyoto, il n'y avait pas une ligne sur ça, sur cette question des droits humains dans les crédits. Et ça peut paraître anecdotique, mais en fait non, ça ne l'est pas, parce qu'on a vu que dans les Clean Development Mechanism, on avait notamment des projets qui dévoraient les terres indigènes au Brésil, par exemple, ou ailleurs, ou en Indonésie. Parce que c'était des projets de CDM qui étaient financés par le protocole de Kyoto, donc il y avait plutôt une bonne image, mais qui était en fait assez destructeur pour les communautés locales. Donc ça, c'est une première avancée. Et deuxièmement, ici, on a un cadre beaucoup plus ouvert. L'article 6.2 n'existait pas dans le cadre du protocole de Kyoto. Donc, pour les liaisons des marchés carbone, par exemple, là, on a vraiment une règle internationale qui existe, qui n'existait pas du tout dans le cadre de Kyoto, où on avait le Joint Mechanism et le CDM, c'est tout, en gros, qui ont marché, en tout cas, qui ont fonctionné. Donc, voilà, ça, ce serait ma réponse résumée. Merci beaucoup. D'autres questions, mais je vais laisser les participants s'exprimer. J'avais une petite question. J'ai noté dans l'exposé l'attention que tu as pu donner, Joé, au secteur privé, à la fois sur les aspects pétroliers, quand tu évoquais la fin des subventions fossiles, avec les engagements qui sont des engagements publics, où on voit les pays dans lesquels le secteur extractif est un secteur essentiellement privé, qui prennent des initiatives en disant « je me lave les mains du soutien aux fossiles, mais je suis la Grande-Bretagne, le pays de Shell et de BP ». Donc, est-ce que tu vois des lignes de force se dégager sur l'implication du secteur privé dans les COP? Est-ce qu'il en est question? Est-ce que tu vois le secteur privé à l'œuvre lors des négociations? Est-ce que l'on voit des engagements Ah oui, très, très clairement. Merci pour la question. On a, alors je vais essayer de retrouver exactement l'endroit le plus approprié pour pouvoir discuter de cette question sur le slide. Il y a eu voilà, c'est pour ça que j'ai divisé en percées technologiques et en engagement sur l'ambition. Mais le secteur privé s'est engagé dans les deux parties. Alors, il faut définir déjà qu'il y a deux dimensions. Il y a les engagements qui sont pris à la COP et les engagements qui sont pris en dehors. C'est-à-dire qu'il y a aussi des réunions en dehors de la COP et notamment des investisseurs privés, du secteur privé qui se réunissent et qui prennent des engagements en dehors du cadre formel de la COP. Là, je ne les ai pas pris en compte énormément ici dans cette présentation parce qu'elle était déjà très, très dense. Mais oui, bien sûr. Et donc, par exemple, ici, dans le cadre ce que je mets là sur ce slide-ci, dans le cadre de la déclaration sur les voitures zéro émission, ces entreprises se sont engagées de manière frontale à donc Ford Motors, General Motors, etc. Il y a eu un vrai engagement et il y avait un dialogue avec les autres qui étaient présents, mais qui finalement se sont abstenus parce que ça ne rentrait pas dans leur projet. Alors ici, par exemple, singulièrement, pour la Zero Emission Cars Declaration, d'après ce que j'ai compris, maintenant je ne suis pas non plus le grand spécialiste de cette question-là particulière, Toyota en fait s'est retiré de l'engagement parce qu'ils n'ont pas
en tout cas à l'heure actuelle, véritablement décider de quelle technologie dans laquelle ils allaient s'engager. Il y a au Japon tout un débat sur l'hydrogène et l'électrique, et cet engagement pour eux allait trop vers l'électrique. Et je sais que c'est une des raisons pour laquelle finalement ils se sont retirés de l'engagement. Donc oui, il y a vraiment une vraie participation du secteur privé, et c'est essentiel. Et je rebondis sur la réponse à ce que j'ai dit à Anna sur les clubs. Les clubs climat, ce n'est pas exclusivement entre pays, ça comprend également le secteur privé, les ONG notamment parfois, et c'est là en fait que ça devient intéressant. C'est quand on arrive à impliquer les grands pollueurs qui ne sont pas des pollueurs étatiques, et à les faire s'engager également politiquement sur des targets et sur des agendas qui sont parfois assez restrictifs. Ici, regardons par exemple 2040-2030, mais si on prend la Glasgow Declaration, voilà celle-ci, on est à des horizons 2030. 2030, c'est demain, c'est dans 8 ans. Donc si on pouvait avoir des engagements comme ça, et notamment l'agenda de Glasgow qui comprend également le secteur privé, là pour l'instant, l'agenda de Glasgow, c'est pas très concret, mais si on pouvait le rendre concret, avec le secteur privé qui s'est engagé, je sais que par exemple dans l'agenda de Glasgow, vous avez des grandes entreprises britanniques dedans, ça pourrait être un vrai moyen d'accélérer les choses. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Bien, je crois que cela termine le terme à ce séminaire, en remerciant encore une fois chaleureusement Joseph pour cette présentation extrêmement lucide et éclairée sur le processus de la COP et sur les retours de la COP. Merci infiniment. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. Ceux qui l'ont suivi à travers les médias seulement comme moi ont vu qu'à travers tes analyses, une prise de recul est nécessaire et très utile. Merci beaucoup en tout cas. Et merci à vous de m'avoir invité. invité. À très bientôt pour de prochains FLM, début d'année notamment, avec le premier FLM qui aura lieu, je crois, le 7 avec Anna Alberini. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.